organisé par ERENA Limoges, espace de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine. Je précise parce que ce n'est pas forcément une évidence. Donc, peut-être je vais vous dire 2 mots sur ce qu'est un espace de réflexion éthique. Donc, l'espace de réflexion éthique est une structure qui a été souhaitée, une entité qui a été souhaitée par les lois de bioéthique de 2004 et qui a véritablement vu le jour en 2012 suite à un arrêté et puis avec une reconfiguration au vu de la réforme territoriale en 2017. Donc nous avions depuis 2012-2013 un espace de réflexion éthique limousin. Il y en avait un à Poitiers et un en Aquitaine. Et ces 3 espaces se sont retrouvés dans le courant de l'année 2018 pour former un espace de réflexion éthique Nouvelle-Aquitaine avec 3 sites qui sont restés, un directeur pour 3 ans et 2 directeurs adjoints. Voilà. Alors quelles sont nos missions? Nos missions, c'est d'être un petit peu des acteurs clés pour promouvoir la réflexion éthique dans le domaine des sciences de la vie et de la santé. On est nommé par le directeur général du CHU, par le président de l'université, donc un petit peu bi-appartenant, mais adossé au CHU et financé par une mission d'intérêt général, une MIGAC. Alors nos missions sont plus larges aussi, donc promouvoir la réflexion éthique, centre de documentation. Nous avons également un site web avec beaucoup de ressources et ce site web est très récent, ce nouveau site web. Je vous invite à aller le voir. Effectivement, je vous donnerai, pour ceux qui le souhaitent, les coordonnées. Donc, espace de réflexion éthique Nouvelle-Aquitaine, où il y a des ressources documentaires, où il y a les formations, il y a l'actualité, toutes les manifestations qui se passent dans le grand territoire de Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Et dans certaines de nos missions, donc, on va intervenir aux côtés du CCNE pour effectivement organiser des débats publics. On est un petit peu l'outil à ce moment-là du CCNE en région, voilà, pour cet exercice de démocratie participative. Et par ailleurs, vous avez vu souvent sur Hermès qu'on vous invitait à des manifestations, à des soirées éthiques, à des cinémas éthiques. Et ce jour, le café éthique rentre tout à fait dans ce thème, différents formats, mais une même idée, faire effectivement favoriser les rencontres, favoriser les échanges, les lieux de convivialité autour de questions qui sont souvent pour nous des questions d'actualité, mais de les aborder avec une juste distance, avec de façon souvent plus apaisée que ne peuvent l'être ces mêmes questions traitées dans les médias ou voilà, ce qui fait aussi notre quotidien. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir convié un de mes maîtres en éthique médicale, le professeur Éric Fiat, qui est professeur de philosophie morale à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Vraiment, c'est un très grand plaisir qu'il nous fait aujourd'hui de venir sur ces 2 moments forts, le café éthique et ce soir la conférence du soir à 19h30 dans ce même lieu. Un autre thème, Ode à la fatigue. On peut se sentir tous un peu concernés. Et puis je remercie bien sûr Monsieur Jean-François Lefebvre à qui je vais laisser la parole. Je le remercie d'avoir accepté mon idée avec enthousiasme, d'être là parmi nous, de m'avoir permis d'organiser les choses au mieux et de son intérêt effectivement pour notre espace de réflexion éthique et pour cette réflexion et cette éthique au cœur de notre institution. Merci à tous. Merci beaucoup, madame. Ravi d'accueillir Éric Fiat, notre professeur de philosophie, et merci à vous par avance du moment de respiration, de distance que vous nous donnez. Je fais partie de ceux à avoir été marqués par mon prof de philo étant jeune. Mesdames, peut-être vous en étiez moi aussi amoureuse, ou alors, comme on le disait tout à l'heure, ou alors c'est les pires moments que vous gardez de votre histoire. En tout cas, pour ma part, au moins à ce titre-là, j'en suis très heureux, mais aussi très impressionné de partager ce temps. Alors, avec Madame Firanza, on réfléchissait à une thématique et dans notre monde hospitalier qui réunit beaucoup de métiers, on a souhaité prendre un peu de temps à réfléchir dans nos relations au travail, la place du travail, son évolution, et surtout la manière dont nous tous, qu'on soit gestionnaires, médecins, soignants, ingénieurs,
on peut manager tous nos hommes et nos femmes, parce que l'hôpital, bien sûr, c'est un milieu particulier, et sa particularité tient surtout qu'il est fait avant tout d'hommes et de femmes, et ça le singularise sans doute beaucoup par rapport à toute autre institution. Et donc, on a invité nos responsables aujourd'hui, c'est-à-dire tous ceux qui sont là et qui nous rejoindront, sont en situation de responsabilité et d'encadrement. Alors, vous nous avez un peu invités à réfléchir au travail, à son évolution, du travail contre nature, puisqu'il était comme ça à l'origine. C'est le tripalium, travail, qui renvoyait à la torture. Le sens était donné. D'ailleurs, Adam, après avoir fait quelques péchés, a été condamné à travailler. On voit bien que tout était marqué dès l'origine. Sans doute que cette origine, puisqu'on parlait entre nous tout à l'heure de ces traditions qui nous tiennent, même intemporelles, reste toujours dans nos consciences. Et puis, le travail est devenu aussi un facteur d'épanouissement ou d'expression, l'homme trouvant sa singularité par rapport à l'animal, parce que le travail réalise. Et là, je vais prendre quelques-unes de mes notes ou de ma jeune assistante qui me les a données, mais ça m'a permis de me replonger. J'espère que vous serez bienveillant à mon égard. Alors, je veux citer, bien sûr, avant tout la dialectique du maître et de l'esclave, qui est quand même remarquable et qu'Hegel a mis en évidence, du maître qui ne peut prendre conscience de lui-même puisqu'il ne travaille pas, alors même que c'est dans la production et le travail que cette conscience de soi-même s'opère. Et cette dialectique, moi, dans ma philosophie de vie, a toujours pris beaucoup d'importance au fond de moi, de l'esclave qui un jour dépasse le maître par son investissement, par le travail qui effectivement révèle et qui est un facteur d'indépendance. Je pense que cette valeur a toujours du sens aujourd'hui. Marx, quelques années plus tard, finalement, même si on ne l'a pas compris comme ça, venait confirmer combien le travail humanise, parce qu'il permet de s'approprier, de faire sien ce qui semble d'abord être une existence indépendante. On voit une fois encore le rapport de l'homme et de la nature, même si la leçon que l'on tire de Marx vient surtout de la manière dont il a replacé ce rapport entre l'homme et le travail dans le contexte dans lequel il était, c'est-à-dire d'un monde capitalistique qui vient ruiner la portée de ce travail et vient le soumettre à une logique purement économique, c'est-à-dire qui interdit à l'homme qui travaille de se le réapproprier. Quand évoqué dans le rapport travail et morale, et là aussi, si le travail est un facteur d'épanouissement, d'expression, Kant en a fait aussi un devoir moral, ce qui qualifie aussi une qualité ou une exigence pour l'homme, faisant donc de ce travail un devoir, c'est-à-dire plaçant l'homme comme l'auteur de son propre perfectionnement. Là encore, on est dans le rapport entre l'homme et la nature, et donc soulignant la responsabilité de soi-même comme fondement de tous nos devoirs et de l'engagement de ce travail. Et puis, plus délicat, mais je vous le confiais, ou je vous le concédais tout à l'heure, Bergson, son travail et technique, qui, là encore, soulignait comment le travail, dans sa dimension aussi technique, était fondamentalement humain et que la maîtrise de la nature par la technique élevait l'homme et le différenciait de l'animal. Je pourrais continuer, mais vous le ferez sûrement mieux que moi, Monsieur Fiat. Mais voilà cette valeur travail qui trouve son importance dans l'histoire humaine et avec une définition positive. Et que peut-on dire sur le travail aujourd'hui et quel sens on peut en donner ou en tirer dans notre management? C'est-à-dire quelle est la représentation que l'on en fait aujourd'hui? Et c'est des questions que l'on peut se poser nous-mêmes dans notre quotidien. Est-ce que le travail est, au-delà d'être un facteur d'expression, de révélation de la dimension humaine, est-ce qu'il est aujourd'hui un facteur d'épanouissement et de bonheur? C'est-à-dire, on travaille pour vivre, certains l'ont dit, et parfois même on vit pour travailler, mais est-ce qu'on peut parler de la vie au travail?
Est-ce que cet épanouissement, on peut le trouver et comment nous-mêmes, managers, on peut appréhender cette dimension, comment on doit l'accompagner. C'est une question complexe parce qu'elle pourrait être inscrite dans un phénomène de mode et ce qui est important entre nous cet après-midi, c'est d'en tirer un sens un peu plus profond. Bien sûr, on parle de qualité de vie au travail, on s'organise, on se structure par rapport à ça, c'est-à-dire d'essayer de faire un meilleur lien entre le bonheur et le travail. On voit dans nos entreprises, pas encore à l'hôpital, se créer des chefs happiness officers, c'est-à-dire des gens on va recruter et qui vont penser le bonheur des uns et des autres. Ça me laisse un peu songeur, mais qui nous amène à réfléchir à comment on peut développer de nouvelles activités dans nos institutions, dans nos entreprises, uniquement dédiées à assurer le bien-être et le bonheur de nos salariés. Je vois bien que le baby-foot, d'ailleurs, dans beaucoup d'institutions, refait son apparition. Donc tout le monde trouve un espace avec un petit côté bar et puis un baby-foot. Je ne suis pas persuadé que peut-être ça suffira à créer le bonheur pour les uns et les autres. Mais après vous avoir dit tout ça, parce que bien sûr c'est une quête, on souhaite les gens travaillent bien quand ils sont bien eux-mêmes. Mais si on pousse cette réflexion jusqu'au bout, est-ce qu'in fine, le bonheur doit être le seul indicateur de la performance à l'intérieur de l'entreprise? Et je vais m'arrêter là, je vais vous laisser nous répondre à tout ça. À vous. Merci beaucoup de votre invitation, Maryse, et de la vôtre, monsieur. On doit parler dans le micro parce que c'est enregistré. Alors que peut-être... il faut donc que j'utilise le micro. Alors, je suis philosophe, n'ayez pas peur. Et j'aimerais que ce café philosophique, justement, soit l'occasion d'échanges et non pas d'un monologue. Oui, ce soir, il y a une conférence où là, je monterai en chair et où je parlerai. Mais ce que j'aimerais vraiment, ne le prenez pas pour de la démagogie, hein. Ce que j'aimerais vraiment, c'est essayer de rendre hommage à ce que vous vivez. Qu'est-ce qui vous a conduit à venir, alors qu'il fait si chaud et si beau, dans ce grand amphithéâtre pour réfléchir à l'évolution du travail et au management aujourd'hui? J'aimerais le savoir pour ensuite essayer de donner des échos à ce que vous vivez, hein. Essayez de mettre en mots ce que vous vivez. Et par conséquent, étant donné que l'introduction philosophique que vous avez faite était magistrale, je vais essayer de résumer au maximum. J'essayais vraiment de ne pas parler longtemps dans un premier temps. Car alors en effet, on peut partir d'une formule de Rodin, le sculpteur Rodin, qui disait combien l'humanité serait plus heureuse si au lieu de considérer le travail comme la rançon de l'existence, elle le considérait comme le dû, c'est-à-dire ce qui nous est dû. Combien l'humanité serait plus heureuse si au lieu de considérer le travail comme la rançon de l'existence, elle le considérait comme le dû. Rodin aimait tellement son travail qu'il le considérait comme ce que l'existence lui devait, comme un dû, et non pas comme ce que l'existence lui imposait, une rançon. Et en effet, il serait absolument merveilleux que chacun d'entre nous ait envie de dire du matin au soir et du soir au matin, du 1er janvier au 31 décembre, qu'il paierait pour faire son travail. C'était une formule de Rodin, hein. Je paierais pour avoir le droit de sculpter. On retrouve aussi cette formule chez l'écrivain Jean Giono, je paierais pour avoir le droit d'écrire. Évidemment, ce serait entrer en pleine utopie que de penser cela possible. Il est impossible que tous les personnels qui travaillent à l'hôpital de Limoges tiennent le même propos que Rodin, tiennent le même propos que Giono. Et en effet, quand bien même on aimerait son travail,
et c'est une immense chance que d'aimer son travail, quand bien même on aimerait son travail, on ne peut jamais totalement oublier ce qui nous est murmuré dans l'étymologie du mot travail que vous avez rappelé, à savoir que le travail est une torture. Le mot travail vient du latin tripalium, qui veut dire instrument de torture à 3 pieux. Tri, 3, pal, pieux. Et le tripalium, j'en ai vu un jour à Rome, dans une exposition d'objets antiques. Le tripalium, c'était un instrument de torture à 3 pieux dont on se servait, dont les maréchaux ferrants se servaient pour ferrer les chevaux récalcitrants. Et donc, étymologiquement, le travail est une torture, c'est-à-dire que travailler, c'est forcément se tordre un peu soi-même et faire des activités qu'on ne ferait pas si on se laissait aller à sa pente naturelle. Si on se laissait aller à sa pente naturelle, on ne se lèverait pas du lit chaleureux, on dormirait encore, on ferait peut-être la sieste au bord de la rivière. Et donc, dans le travail, même qu'on aime, dans le travail, il y a toujours cette dimension de torsion, cette dimension d'effort, cette dimension de torture, vous voyez, qui est inoubliable. Et évidemment, la question est de savoir si nous trouvons du sens à cette torsion. Si j'étais pas clair, vous me le diriez. On est assez peu nombreux, on est entre nous, donc n'hésitez pas à intervenir si vous me sentez confus ou obscur. Toute la question est de savoir si on trouve sens, si on trouve intérêt, si on trouve éventuellement bonheur ultime à cette première torsion, à cette première torture. Et alors, en effet, vous le rappelez, là encore, très justement, le statut du travail a changé radicalement en Occident, parce qu'on est passé finalement, il n'y a pas si longtemps, d'une époque où le travail était indigne à une époque où le travail est devenu digne. Car en effet, pendant des siècles et des siècles, en Occident, les hommes qui dominaient les cités et les sociétés ne travaillaient pas. Un patricien romain, un citoyen grec, un noble ou un chevalier du Moyen-Âge ou de la Renaissance ne travaillait pas. On réservait le travail à ceux qu'on méprisait, par exemple dans le monde gréco-romain, les esclaves, les métèques, les pérégrins. Le travail était quelque chose d'indigne de l'homme libre, de l'homme accompli. Or, les choses ont changé, car en effet, au moment où la bourgeoisie a remplacé la noblesse au sommet de la société, eh bien, au moment où la bourgeoisie a remplacé la noblesse, s'est passée cette immense transformation qui a fait que, aujourd'hui, le travail n'est plus considéré comme quelque chose d'indigne, mais au contraire comme quelque chose de digne. Ce qui serait plutôt indigne aujourd'hui, c'est de ne pas travailler, vous voyez. Et c'est en effet Hegel qui fait la philosophie de ce passage d'une époque où le travail était indigne à une époque où le passage est digne. C'est en effet dans la phénoménologie de l'esprit. Le titre est évidemment inquiétant. Je me souviens quand j'étais interne en Cagne, qu'un jour le brave veilleur de nuit, Michel, surnommé Michou, faisant sa ronde le soir et voyant de la lumière dans mon box, eh bien entre avec la gitane maïs au bec et le tremblement alcoolique à la main, et Michel me dit « Tu dors pas encore, mon gamin ?»« Ben non, je suis en train de travailler. Qu'est-ce que tu lis ?» Et je lui montre phénoménologie. « Oh, lis pas ça, mon gamin, ça va te faire mal à la tête. » Donc je comprendrais que vous fussiez un peu inquiété par un livre qui s'appelle Phénoménologie de l'esprit. Bon, cependant, ce livre, quelque difficile qu'il soit, dit quelque chose d'essentiel au sujet du travail que vous avez rappelé, c'est-à-dire que celui qui va devenir maître, c'est celui qui arrive à dominer sa peur naturelle.
Celui qui va devenir esclave, c'est celui qui n'arrive pas à la dominer. Donc le maître va faire travailler l'esclave. Mais ensuite, il va y avoir une dialectique, c'est-à-dire un renversement, un échange de détermination, qui fait que le maître va s'enfoncer dans l'oisiveté. Une fois qu'il aura donné ses ordres, il ne fera plus rien. Alors qu'au contraire, l'esclave, lui, va devoir travailler. Et la domination de la nature en lui qu'il n'avait pas eu quand il avait eu peur, eh bien, il va l'acquérir puisque le maître lui commande des activités. Mais il s'y fatigue énormément. Et à un certain moment, il est obligé de réfléchir et il se dit, mais tiens, si je faisais faire le travail par d'autres, j'ai dû tirer la charrue, je suis épuisé, mais j'aperçois dans le champ d'à côté un taureau à la puissance musculaire admirable. Si j'utilisais ce taureau et si c'était lui qui tirait la charrue, comme ça, je pourrais me reposer. Alors le problème, c'est que les taureaux mettent souvent leur puissance au service de la libido. Dès qu'une vache passe, ils oublient la charrue. Alors à ce moment-là, l'esclave se dit, mais tiens, si j'avais la puissance sans la libido, et donc il transforme le taureau en bœuf. Et quand le bœuf verra passer la vache, il y aura peut-être dans son œil la nostalgie de ce qu'il aurait pu faire, mais enfin, il va continuer à tirer. Et donc domestication du taureau. Mais le taureau devenu bœuf se fatigue et à un certain moment, il pense à des énergies infatigables. Il s'est rendu compte que quand il allait au haut de la colline, il y avait du vent qui toujours soufflait. Et il va inventer le moulin à vent, vous voyez. Il s'est rendu compte que quand il mettait sa main dans le courant d'une onde pure, comme dit La Fontaine, eh bien toujours cette main était déportée. Et il va inventer le moulin à eau, vous voyez. Donc l'histoire de la dialectique du maître et de l'esclave, c'est l'histoire, en effet, d'un échange des déterminations qui fait que l'esclave va devenir plus haut que le maître grâce à la domination de la nature qu'il va acquérir par son travail. Et donc ce qui s'est passé dans l'histoire, le passage d'une époque où les classes dominantes ne travaillaient pas, à une époque donc où le travail était indigne, à une époque où les classes dominantes travaillent, où le travail est devenu digne, c'est Hegel qui en donne la traduction philosophique. Et la pensée de Hegel au sujet du travail a peut-être été bien résumée par Emmanuel Mounier, un philosophe un peu oublié aujourd'hui, qui disait « Tout travail à faire un homme en même temps qu'une chose. Tout travail à faire un homme en même temps qu'une chose. » C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini mon travail, je n'ai pas simplement fait l'objet, qui est le résultat de ce travail, mais je me suis fait moi-même. Et donc la glorification du travail, c'est la grande affaire des philosophes du XIXe siècle, du XVIIIe et du XIXe siècle. Ce qui s'est passé dans la société a été repris en charge par les philosophes. Et de Voltaire à Mounier, en passant par Hegel, vous avez progressivement affaire à des philosophes qui glorifient le travail. Mais il est important de parler de Marx, parce que, comme vous le dites, Marx est l'élève de Hegel, et donc Marx reprend l'affirmation hegelienne selon laquelle le travail est humanisant. Tout travail à faire un homme en même temps qu'une chose. Mais Marx regarde quels sont les travaux que font ses contemporains, et c'est là qu'il reprend, là encore à Hegel, qu'importe, la notion d'aliénation. Certains travaux travaillent à faire un homme en même temps qu'une chose. Mais malheureusement, d'autres travaux, bien loin de travailler à faire un homme en même temps qu'une chose, bien loin d'humaniser l'homme, le déshumanisent. Et le travail aliénant est un travail, en effet, non pas humanisant mais déshumanisant, et ce que Marx met en philosophie, je crois que ça n'a jamais été mieux rendu que par Charlie Chaplin dans l'État moderne, parce que Chaplin illustre ce que c'est que l'aliénation par le travail. Alors aliénation, vous savez que c'est un mot qu'on employait pour désigner la folie. On ne le fait plus aujourd'hui, on n'ose plus parler de fou, d'aliéné. On parle de personnes en situation de handicap psychique, peut-être, ou mentaux, c'est très bien, mais enfin, n'oublions pas cette époque où on parlait des fous comme des aliénés. Et alors, Marx dit que certains travaux, bien loin d'humaniser l'homme, le déshumanisent, bien loin
le construire l'alien, hein, et Chaplin va mettre ça en scène dans les temps modernes, puisqu'il nous montre en effet ce qu'est le travail des hommes sur la chaîne de montage. Alors ils sont tous aliénés, parce qu'ils font tous, toute la journée, des gestes qui, bien loin de les humaniser, les déshumanisent, hein, les mécanisent. Mais, comme tous les grands génies, Chaplin va exagérer un petit peu le trait, parce que vous avez Charlot qui est là sur la scène, hein, entre deux travailleurs aliénés, hein, entre deux travailleurs déshumanisés, non pas humanisés par leur travail. Mais évidemment, il va exagérer le trait, et Charlot, doit en effet toute la journée faire ces gestes-là, et ce geste, après, il ne sait plus ne pas le faire, hein, puisque quand il sort dans la rue et qu'il y a la secrétaire au fessier proéminent qui a des petits boutons là sur sa partie charnue, il croit reconnaître les boulons qu'il doit visser, et donc il essaie de lui visser les boutons et non les boulons. Bon. Mais ensuite, il retourne à la chaîne, et à un moment, il a pris un peu de retard, et on lui dit, il faut aller plus vite, il faut aller plus vite. Et à ce moment-là, pour essayer de rattraper son retard, il va entrer dans la chaîne de montage, vous savez, et il disparaît. Alors, les autres aliénés disent de Charlot, il est fou. Hein, c'est-à-dire qu'il est encore plus aliéné que les autres. Hein. La folie, c'est la forme la plus grave de l'aliénation. Il devient fou, et de même que Molière, pour nous montrer les dangers de la radinerie, eh bien, exagère le trait en nous montrant sous la figure d'Harpagon l'avare quelqu'un qui devient fou, hein. Eh bien, de même, Chaplin, que je mets au même niveau que Molière, pour nous montrer les dangers de l'aliénation au travail, va nous montrer un personnage devenu fou par le travail. Et en effet, les autres disent « il est fou », ils le retiennent par le pied, mais à un moment, le pied lâche, et Charlot disparaît dans la chaîne de montage, et à un certain moment, on le voit, vous savez, réapparaître sur une roue, et on entend une musique de boîte à musique. Et voilà Chaplin d'illustrer génialement le risque, en effet, d'un travail qui, bien loin d'humaniser l'homme, le déshumanise, qui, bien loin de le libérer, l'aliène, et au fond le mécanise. Où en sommes-nous aujourd'hui, et particulièrement à l'hôpital ? Il n'y a plus beaucoup de travail à la chaîne, et les descriptions marxistes ou marxiennes du travail à la chaîne déshumanisant, nous les avons crues passées, nous les avons crues caduques. Et pourtant, je répète, mon métier, c'est essayer de mettre en mots ce que les hommes vivent, c'est essayer de rendre hommage à ce qu'ils éprouvent. Et pourtant, le témoignage de nombre de mes étudiants soignants, parce que, en effet, je suis professeur d'université, mais je suis responsable à l'université d'un master de philosophie, parcours éthique médicale et hospitalière appliquée. Pardonnez-moi, le titre est interminable, enfin c'est le ministère qui me l'a imposé, je n'ose le changer. Et dans ce master de philosophie, parcours éthique médicale et hospitalière appliquée, eh bien, j'ai pour élèves des soignants au sens très large du terme. Pour un peu plus de la moitié, ils sont médecins. Pour l'autre petite moitié, ils ne le sont pas. Donc, sage-femme, kiné, directrice de maison d'accueil spécialisée, infirmière, cadre infirmier, etc. Et ce sont des soignants donc qui volontairement, en formation continue, eh bien, viennent faire de la philosophie. Alors, c'est un public absolument extraordinaire. Il m'arrive de dire, oui, je paierais pour avoir le droit de faire cours. Ceci dit, je suis quand même content que mon ministre me paye à la fin du mois. Et alors, j'essaie justement de faire en sorte que ces cours d'éthique ou de philosophie morale soient des cours où je ne suis jamais dans la posture, je dirais, déontologiste, c'est-à-dire dans la posture de celui qui, sans être soignant, viendrait dire aux soignants ce que c'est que l'éthique, ce qu'ils doivent faire et ne pas faire, hein. Et voilà pourquoi je répète, mon travail, c'est essayer de mettre en mots ce que mes étudiants vivent. Et je vais venir à leur témoignage. Juste un petit mot sur ça. L'éthique est à la mode aujourd'hui. Alors, comme de toute mode, il faut se méfier. Il doit y avoir un certain nombre de vos collègues que le mot séduit, d'autres que le mot hérisse, n'est-ce pas ? Bon, mais je comprendrais ceux qui ont un rapport un peu distant à l'éthique. Je les comprendrais tout à fait si, malheureusement, se réalisait ce que je vois se réaliser de plus en plus,
dans le monde hospitalier, c'est-à-dire ce que j'appellerais le devenir déontologique de l'éthique. Je m'explique tout de suite. La déontologie, c'est le discours sur les devoirs. Dans déontologie, même Johnny Hallyday aurait compris qu'il y a déonto et logie. Alors il serait peut-être arrêté là, mais il aurait fallu lui expliquer que logie, c'est le discours sur ou la science de, parce que la dermatologie, n'est-ce pas, c'est la science de la peau, et que déon en grec veut dire le devoir. Donc la déontologie, c'est le discours sur les devoirs. Ce que j'appelle le devenir déontologique de l'éthique, c'est ce processus assez triste qui fait que dans les lieux où on enseigne l'éthique, par exemple dans les IFSI, je vois beaucoup ça, eh bien très vite, ceux qui enseignent l'éthique la réduisent à un discours sur les devoirs et disent aux soignants ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent ne pas faire. Hein, l'éthique deviendrait une morale, ce qu'elle n'avait pas vocation à être, et cette morale même deviendrait une déontologie, ce qu'elle n'avait pas vocation à être, et à ce moment-là, on passerait son temps à dire aux soignants, vous devez être dans le respect, vous devez être dans l'empathie, vous devez être dans la sollicitude, etc., etc., sans jamais un souci, sans qu'il y ait jamais un souci à accorder à la situation concrète dans laquelle les soignants sont pris, voyez. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est que, sans doute qu'un beau matin de mai, quand on est en pleine forme, qu'on s'est trouvé beau ou belle dans la glace, qu'on s'est vu offrir des fleurs par un inconnu dans le chemin qu'on fait entre chez soi et Dupuytren, et puis que arrivé à l'hôpital, on entre dans la chambre d'un médecin, d'un patient gratifiant, voyez, un patient reconnaissant. Donc sans doute 15 jours comme ça, oui, c'est facile de respecter et même d'être dans la sollicitude et dans l'empathie. Hein. Vous êtes en pleine forme, on vous a offert des fleurs, vous aimez la vie et votre patient vous remercie. Bon, ben, ce jour-là, c'est pas difficile d'être fidèle aux grandes valeurs de l'éthique, d'arriver à réaliser les grands devoirs de l'éthique. Mais je crois que c'est beaucoup plus difficile quand c'est un triste après-midi pluvieux de novembre, qu'on ne s'est pas trouvé beau ou belle dans la glace. Avec Cocteau disait les miroirs feraient bien de réfléchir avant de nous renvoyer notre image. Malheureusement, ils ne le font pas toujours. Qu'aucun inconnu ne nous a offert des fleurs. Bon, et que quand on arrive dans son lieu d'exercice, eh bien, on apprend que les RTT qu'on avait posés dans l'espoir d'un week-end gastronomico-touristico-érotique à Lacanau, eh bien, sont refusés. Quand on nous dit qu'il faut refaire tout le dossier qu'on a fait sur Madame Machin parce qu'on n'a pas utilisé le bon logiciel, qu'on est très fatigué, et que on entre dans la chambre d'un malade non pas reconnaissant ou gratifiant, mais agressif, hein, qui n'a d'autre manière de dire sa souffrance que l'agression, là c'est beaucoup plus difficile d'être fidèle au devoir, voyez, d'être fidèle aux valeurs. Et pour moi, l'éthique n'est sérieuse que si elle s'intéresse à ce qui, dans la réalité quotidienne des soignants, rend difficile la réalisation des valeurs de l'éthique. D'où la proposition de ce soir, pour laquelle je fais lourdement un peu de pub, une conférence sur la fatigue, et notamment la fatigue des soignants. Et donc, mon devoir, hein, justement, moi qui fais la philosophie morale et l'éthique, c'est pas de dire ce que vous devez faire et ne pas faire, c'est essayer d'être attentif à ce qui rend difficile que vous fassiez ce que vous devez faire, n'est-ce pas ? Et c'est là, en effet, qu'écoutant les témoignages des soignants que je rencontre, je répète, médecins ou non médecins, eh bien, je me rends compte que la description marxienne, je ne suis pas du tout marxiste, mais ça, c'est pas la question. La description que fait Karl Marx, n'est-ce pas, d'un métier, d'un travail auquel plutôt déshumanisant qu'humanisant, un travail auquel on a du mal à trouver sens, un travail qui nous donne l'impression d'être mécanisé, protocolisé, procédurisé, voyez, eh bien, ces descriptions marxiennes d'un travail non pas libérant mais aliénant, non pas humanisant mais déshumanisant, eh bien, ont peut-être toujours quelque chose à nous dire. Alors, je répète, on n'en est plus du tout à la chaîne de montage de Charlie Chaplin, mais on assiste dans le monde hospitalier d'aujourd'hui, je répète, hein, sur la foi des témoignages de mes étudiants, à un processus que
j'essaie de décrire, et c'est ma proposition, après nous en discuterons largement, processus qui en effet peut donner l'impression que le soignant, quel qu'il soit, est de plus en plus protocolisé, procédurisé, technicisé, mécanisé, au point de parfois perdre de vue le sens de ce qu'il fait. Ce sentiment d'une perte de sens est un sentiment très répandu dans le monde du soin. Je répète, il ne s'agit pas de dire du mal des protocoles, des procédures, des techniques et des mécaniques. On n'est pas un bon médecin, on n'est pas un bon infirmier si on ne connaît pas les techniques, les procédures, les protocoles qui permettent de bien accomplir son devoir, de bien faire la tâche qu'on a à faire. Je ne m'en prends pas aux protocoles, aux procédures, aux techniques, aux mécaniques, mais je m'en prends à la réduction du métier du soignant à un protocole, une procédure, une technique et une mécanique. Et alors ça, apparemment, c'est très présent aujourd'hui, et ça donne en effet parfois l'impression aux soignants qui peut-être aiment leur métier, sont tout prêts à l'aimer, aimeraient continuer de l'aimer, ça peut donner parfois l'impression aux soignants qu'on leur impose toute une série de tâches qui les éloignent du cœur de leur métier. Cette plainte est courante, l'impression d'être éloigné du cœur de son métier, comme Madame de Rênal sent le cœur de Julien Sorel s'éloigner à la fin du Rouge et le Noir, vous savez. Elle sent que Julien n'est plus comme avant, mais quand on sent l'autre s'éloigner, on ne veut pas l'admettre, ce serait trop c'est pas possible qu'elle ne m'aime plus, qu'il ne m'aime plus. Et cependant, on sent le cœur de son amoureux, de son amoureuse s'éloigner progressivement. Et il est là tout près, j'aime encore mon métier, j'aimerais encore l'aimer, mais je suis pris dans un système qui me donne l'impression que, en effet, on m'éloigne du cœur de mon métier et qu'on m'impose toute une série de tâches qui ne relèvent peut-être pas de mon métier. Et il se trouve que lorsqu'on a ce sentiment-là, eh bien, la tentation est grande de chercher les responsables de ce malheur. C'est une des plus vieilles tentations du cœur humain que, quand on est malheureux, essayer de trouver un responsable qu'on va transformer très vite en coupable, alors que la différence est à maintenir entre responsable et coupable. Bon, un responsable de son malheur, ça s'appelle le phénomène du bouc émissaire. Hein. Et en effet, c'est alors que le soignant peut être tenté, en effet, d'accuser, de tenir pour responsable de cet éloignement, justement, le gestionnaire, le manager. On voit des mandarins se plaindre d'avoir perdu leur pouvoir à l'hôpital au profit justement des gestionnaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce phénomène qui donne à beaucoup de soignants, je répète, pas tous heureusement, à beaucoup de soignants l'impression que leur métier est plus difficile et de plus en plus difficile, qu'il est de plus en plus difficile de s'y accomplir et de continuer de l'aimer, eh bien ce phénomène-là crée la tentation de trouver le responsable. Et alors bien sûr, ce qui est assez à la mode aujourd'hui, c'est de dire que le new management, les nouvelles procédures du management, eh bien, sont en effet les responsables de cela. Une certaine description voudrait qu'on ait progressivement importé au monde de l'hôpital public des référentiels, des protocoles, des façons de s'occuper du personnel qu'avant, qui venaient du monde de l'entreprise, du monde du privé. Et donc, voilà l'ennemi, voilà le responsable, le manager. Ce qui explique la difficulté de continuer d'aimer son métier à l'hôpital de cette façon-là, s'en prennent avec un acharnement joyeux à la notion même de ressources humaines. La notion de ressources humaines serait une notion en elle-même immorale, en elle-même inéthique, voyez, parce que ça a tendance à réduire les êtres humains à des ressources.
Or, je ne méconnais pas qu'il y a peut-être une part de vérité dans cette critique-là. Mais il me semble que depuis René Girard et les textes de ce grand penseur sur justement le phénomène du bouc émissaire, vous voyez, eh bien, nous devons peut-être nous dire que ces explications-là ne sont pas suffisantes. Elles ont leur part de vérité, mais à mon avis, elles sont insuffisantes. René Girard, c'est le philosophe qui a étudié justement le phénomène du bouc émissaire et le phénomène de la transmission de la violence dans les sociétés. Et vous savez en effet que Girard dit que quand une société va mal, et dans une certaine mesure, l'hôpital c'est une petite société, hein. Quand une société va mal, qu'elle est traversée de conflits internes ou que des malheurs très nombreux lui tombent sur le dos, comme les plaies d'Égypte, hein, eh bien, il faut trouver une victime expiatoire, n'est-ce pas? Il faut désigner le responsable de ce mal et on va sacrifier cette victime et le groupe qui était en train de se déchirer va se réunir, voyez, dans le sacrifice de la victime expiatoire. Mais René Girard dit que la plupart du temps, les sacrifiés, les victimes expiatoires, hein, qu'on sacrifie, eh bien, sont en bonne partie innocentes. Alors voilà, la discussion va s'ouvrir avec cette proposition-là. Il me semble que on ne progressera pas à l'intérieur des institutions hospitalières si en effet les soignants et les gestionnaires se regardent en chiens de faïence, hein, chacun accusant l'autre de tous les maux. Et voilà pourquoi, même si je ne méconnais pas que la critique du New Management a sa nécessité, hein, il me semble cependant que les managers d'aujourd'hui se sont rendus compte, hein, des dangers qu'il y avait à importer à l'hôpital des référentiels, des normes, des protocoles qui peut-être n'auraient pas dû y être. Hein. Bon. Et donc je vois chez les managers aujourd'hui un effort véritable pour justement faire en sorte que, bah oui, il soit encore possible de s'épanouir au travail. Et cet effort-là, à mon avis, nous n'arriverons à le faire, nous ne progresserons que si chacun est capable de faire peut-être un petit effort pour voir la réalité d'un autre point de vue que le sien spontané. Parce que je pense que la violence n'a d'autre origine que cette manière que nous avons souvent, quand nous sommes malheureux, hein, quand nous avons l'impression de subir la violence, justement, de nous enraciner, de nous enquister dans notre point de vue sur les choses. Je prends un exemple politique. Le conflit israélo-palestinien. On a l'impression que c'est une tragédie infinie. Et on a l'impression qu'à chaque fois qu'on est sur le point d'avancer vers la paix, eh bien, de nouveau, le conflit recommence. Je suis absolument... Et aujourd'hui, il y a dans les deux camps beaucoup moins de colombes que de faucons. Bon, ça se discute. Mais je suis absolument sûr que le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens, immédiatement serait tenu en respect. Immédiatement s'arrêterait. Si, par exemple... un certain nombre des dirigeants d'Israël aujourd'hui essayaient de voir la réalité d'un autre point de vue que le sien. C'est ce que disait Kant. Kant disait que l'origine du respect, c'était ce qu'il appelait la pratique de la pensée élargie. C'est pas très beau, hein, c'est du Kant, mais qu'est-ce que c'est que cet exercice de la mentalité élargie, hein? Kant, dans la critique de la faculté de juger, dit que pour arriver au respect, nous devons pratiquer l'exercice de notre pensée élargie. Je répète, ce n'est pas une expression très belle, mais je l'interprète à ma façon en disant que pratiquer l'exercice de la pensée élargie, c'est essayer justement d'élargir sa pensée, c'est-à-dire essayer de voir la réalité d'un autre point de vue que le sien spontané.
Kant disait que ce qui distingue les hommes des animaux, aujourd'hui on sait que ce n'est pas tout à fait vrai, c'est que d'après lui, les animaux n'arrivent pas à voir la réalité d'un autre point de vue que le sien. On sait qu'ils ont eux aussi des neurones miroirs, mais enfin Kant disait des bêtises sur des animaux comme beaucoup de philosophes. Mais en tout cas, Kant prête à l'homme cette capacité de se projeter, vous voyez, de regarder la réalité d'un autre point de vue que le sien spontané. Et si, par exemple, les dirigeants israéliens essayaient de voir la réalité du point de vue palestinien, et se disaient qu'après tout, cette terre, il est légitime qu'ils aient l'impression qu'on leur a enlevée. Eh bien, immédiatement, je pense que Netanyahou arrêtait de faire des colonisations et que immédiatement, il reprendrait langue avec les Palestiniens. De l'autre côté, je pense que si les plus radicaux des Palestiniens essayaient de voir la réalité du point de vue israélien et se rappelaient, par exemple, que ce peuple a souffert pendant des millénaires et qu'à chaque fois qu'il était dans un lieu où il avait l'impression d'être enfin accepté, eh bien, il en était rejeté. L'Allemagne est le lieu où la culture juive est la mieux admise. Hein. Tous les grands philosophes, tous les grands musiciens au début du XXe siècle sont juifs et ils se disent que ça l'est. Là, ils ont trouvé le moyen. Et vous savez ce qui s'est passé. Eh bien, si un juif essayait de voir la réalité d'un point de vue d'un Palestinien, un Palestinien d'un point de vue d'un juif, je pense qu'immédiatement la violence, voyez, serait tenue en respect et qu'en tout cas, ces gens-là commenceraient à prendre langue. Ce n'est qu'une analogie. Mais je pense en effet que si les managers essayaient de comprendre ce que c'est que d'être soignant, et si les soignants essayaient de comprendre ce que c'est que d'être manager, immédiatement, je crois que un chemin s'ouvrirait qui empêcherait justement que ne se continue ce phénomène du bouc émissaire, hein, qui consiste en effet, qui aboutit à ce que beaucoup de soignants disent que tout le mal vient des managers et que les managers disent que tout le mal vient des soignants. Je caricature un petit peu évidemment, mais c'est pour les besoins de la discussion. Et ce qu'il faudrait par exemple que peut-être certains soignants comprennent, c'est que ces managers qui leur donnent l'impression de les instrumentaliser, vous voyez. Alors ce n'est pas qu'une impression, hein, quand on est soignant, aujourd'hui, dans le monde de l'hôpital, justement, d'être avec l'idée d'interchangeabilité, avec l'idée de polyvalence. Hein. Cette impression est très douloureuse. À la PHP notamment, là où je travaille, la Sciences Publiques Auto de Paris, récemment, une nouvelle organisation a fait que la différence entre les infirmières qui travaillent le jour et la nuit a été abolie. Et donc, parce qu'il y a eu un manque de personnel, on a imposé à des infirmières qui, depuis des années, faisaient les nuits, de temps en temps, de faire les jours. Et alors, ça déstructure complètement la vie, vous voyez, notamment parce que beaucoup d'infirmières à Paris, qui exercent à Paris, ne peuvent pas habiter à Paris, étant donné les loyers. Donc, imaginez, quand on a organisé sa vie de manière à travailler la nuit, tout d'un coup, on vous impose que je ne sais plus combien de jours par mois, vous devez travailler le jour. Donc, le sentiment qu'ont beaucoup de soignants, c'est que le management est quelque chose de très dangereux qui aboutit à une espèce, en effet, d'instrumentalisation des êtres humains. Mais si les soignants pouvaient réaliser que les managers eux-mêmes ont parfois l'impression d'être instrumentalisés, vous voyez, là, il y aurait peut-être la possibilité de se rendre compte qu'on est peut-être dans la même galère. Donc, je pense, je mise là-dessus, hein, sur ce que Kant appelait l'exercice de la pensée élargie, non pas évidemment comme un remède qui mettrait fin miraculeusement à la souffrance au travail, mais comme à un outil qui permettrait éventuellement que ceux qui se regardent en chien de faïence et s'accusent les uns les autres d'être responsables de tout ce qui va mal, commencent à prendre langue. Vous voyez, voilà ma proposition. Je termine par un petit mot de Kant. Kant disait que le respect, ça consiste à ne jamais traiter autrui simplement comme un moyen, mais toujours en même temps comme une fin. Cette formule de Kant, je la répète, hein, respecter autrui, c'est ne jamais le traiter simplement comme un moyen, mais toujours en même temps comme une fin, doit être citée avec précision.
Parce que quand on n'a pas lu Kant depuis longtemps, on caricature Kant et on fait dire à Kant que respecter autrui, c'est ne jamais le traiter comme un moyen, mais toujours comme une fin en soi. Or, Kant n'a pas dit ça, parce que il serait irréaliste de penser que dans la vie quotidienne, il est interdit d'utiliser parfois les autres comme des moyens. Dans une certaine mesure, le soignant est le moyen du retour à la santé, ou en tout cas à la non-douleur du patient. Dans une certaine mesure, l'enseignant est le moyen de l'accès à la culture ou à la réussite de l'écolier. Dans une certaine mesure, dans l'échange amoureux, l'autre est à un certain moment le moyen d'accès au plaisir. Parfois, lors de l'échange amoureux, on se sert de l'autre comme d'un moyen nous permettant de jouir. Ça se traduit par des mots comme oui, 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 continue. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis Chirac quand je dis ça, mais enfin, non, il vous voyait Bernadette, enfin, continuez. Mais alors, vous voyez, ce qui est immoral, ça n'est pas d'utiliser les autres comme des moyens, c'est de les réduire à ce statut. Et alors, il est normal, dans une certaine mesure, que le manager, que l'homme des ressources humaines se serve des personnels comme de moyens. Ce qui serait scandaleux, c'est qu'ils les réduisent à ce statut. Voyez ? Eh bien, Kant ne dit pas donc que respecter, c'est ne jamais traiter comme un moyen, mais toujours comme une fin. Ce qu'il nous dit, c'est que c'est ne jamais traiter seulement comme un moyen, mais toujours en même temps comme une fin. Et il me semble que l'évolution du management pourrait être belle chose si justement elle était inspirée par ces propositions kantiennes, à savoir l'exercice de la pensée élargie, à savoir ne jamais traiter les autres simplement comme des moyens, mais toujours en même temps comme des fins. À ce moment-là, il serait peut-être possible qu'on reprenne langue ensemble et que malgré ce qui arrive à l'hôpital, c'est-à-dire de plus en plus de tâches, un manque d'effectifs, voyez, une technicisation du soin qui peut donner l'impression d'une mécanisation des hommes, eh bien, il ne soit pas impossible, malgré l'évolution en effet du travail, de continuer à penser ce que Mounier, à la suite de Hegel, pensait, c'est-à-dire que tout travail peut travailler à faire un homme en même temps qu'une chose. J'avais dit que je finissais par là, mais je rajoute encore un petit mot. C'est comme les avions, on pense qu'ils vont atterrir et puis hop, ils reprennent un peu leur envol. Mais il m'importe de dire un dernier mot avant notre discussion. Quoique, non, je vais m'arrêter là. Je le dirai peut-être si la discussion l'occasionne. Voilà ce que je vous propose et maintenant discutons largement. Je suis prêt à toutes les objections, à tous les commentaires, à toutes les critiques, à tous les témoignages.